Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la foire aux questions. À partir des questions que j'ai récoltées sur le groupe Facebook Wim Hof Québec, je vais essayer de vous y répondre du mieux que je peux. Donc, mon nom est Sébastien Zappa. Je suis instructeur certifié de la méthode Wim Hof, basé ici à Montréal, au Québec. Je suis certifié depuis 2018. Et donc, je vais commencer à vous répondre tout de suite d'ailleurs, parce que la première question concerne la formation en fait, des instructeurs, comment se déroule l'académie, méthode Wim Hof. Donc juste voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour devenir instructeur de la certifiée méthode Wim Hof, il faut passer par la Wim Hof Method Academy, qui, comme vous vous en doutez, est basée aux Pays-Bas. Euh, donc en fait, ce qu'on vous demande pour devenir instructeur, c'est d'avoir, dans un premier temps, complété le programme sur les fondamentaux, à savoir soit faire un atelier avec un instructeur certifié donc sur les fondamentaux de la méthode, ou bien d'avoir fait le cours en ligne, donc ça peut être le 10-week course, ou bien le plus récent Fundamentals, peu importe, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous vous inscrivez vraiment à l'académie. Et là, la formation se déroule en 2 temps. Ça se passe vous comptez environ 6 mois entre les 2 événements. Il y a un premier module qui s'appelle le module avancé, qui se déroule sur 2 jours. Et ensuite, on a un module dit master qui se déroule lui sur 5 jours. Il y a des formations en Europe, en Amérique du Nord. Moi, j'ai fait ma formation quand j'habitais encore aux États-Unis. Donc, j'ai fait la formation Amérique du Nord qui s'est passée à Los Angeles et ensuite en Oregon, à Mount Hood. Donc, voilà. Une fois qu'on est certifié instructeur, on est par défaut, on est automatiquement instructeur de niveau 1. C'est-à-dire qu'on a le droit d'enseigner uniquement les techniques dites de base, les techniques fondamentales, donc techniques respiratoires de base, comment aborder l'exposition au froid, ce genre de choses. Et ensuite, on nous demande en général, ça se passe au bout d'1 an, ça peut être un peu plus. On nous demande d'avoir fait un certain nombre d'ateliers, d'avoir enseigné un certain nombre d'ateliers. Et donc là, on suit une petite formation complémentaire pour être niveau 2. Donc là, à partir du moment où on est niveau 2, ce qui est mon cas, on a le droit d'enseigner l'ensemble de la méthode, donc technique fondamentale et technique avancée. Donc voilà. Il y a un troisième niveau d'instructeur qui s'appelle le niveau 3. Et donc le niveau 3, ça permet en fait de participer à la formation des instructeurs. Alors, juste un petit truc, c'est que si jamais moi je devenais niveau 3, c'est pas le cas, hein, mais si jamais j'étais niveau 3, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de distribuer des certificats, de former des instructeurs et de distribuer des certificats. Il faut quand même toujours passer par l'académie. Instructeur de niveau 3, ça veut dire qu'au sein de l'académie, on participe à la formation des instructeurs. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça répond à cette première question. Donc, question suivante. Alors, j'avais celle-ci. Donc, l'eau chaude me rend frileux, contrairement à l'eau froide. Comment expliquer cela? Alors, c'est une question qui est pas forcément simple à répondre, mais je vais essayer d'y répondre de façon le plus simple possible, on va dire. En fait, si je comprends bien la question, j'imagine donc une personne en fait qui remarque que en prenant des douches chaudes, en fait, elle craint le froid et en fait, à force de s'exposer au froid un petit peu tous les jours, ce que un pratiquant de la méthode Wim Hof fait, en fait, cette personne se rend compte qu'elle est moins frileuse le reste de la journée, on va dire. Pour expliquer ça, en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'explication, mais je vais m'en tenir à l'explication la plus simple.
En fait, il faut savoir que le système vasculaire dans l'organisme, en fait, est composé de veines et d'artères. Et en fait, donc ces vaisseaux sanguins, il faut savoir qu'on en a à peu près 100 000 kilomètres si on les enlève et on les met bout à bout. C'est un réseau qui est extrêmement dense, en fait. Ça part de vaisseaux, on va dire, majeurs, de forte taille, de grosse taille, gros diamètre, etc. Et ça va dans des tailles de plus en plus petites jusqu'à arriver à des capillaires, en fait, qui permettent en fait, l'approvisionnement des tissus euh, et des cellules enfin, voilà, dans l'ensemble du corps. Et donc ça, on en a 100 000 kilomètres. Voilà. Ça correspond à peu près à 2 fois et demi le tour de la Terre. Hein. Enfin, quand même, hein. C'est histoire que ça vous fasse réfléchir. Euh, donc, tous ces vaisseaux sanguins, donc ces 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, ils sont tous entourés de fibres musculaires qui permettent de modifier leur diamètre. Donc, vous imaginez un vaisseau sanguin qui peut être dans un état dilaté, on parle de vasodilatation, et en fait, quand les muscles autour de ce vaisseau sanguin se contractent, on a une vasoconstriction, le diamètre diminue. Ça permet en fait de réguler le flux sanguin à travers ces vaisseaux. Euh, et si je vous raconte tout ça, c'est qu'en fait, l'adaptation au froid, en fait, est totalement dépendante en fait de cette gymnastique entre vasodilatation, vasoconstriction. Euh, c'est plus compliqué que ça, hein, bien sûr. Hein. Ça fait appel en fait à des. Enfin, il y a des terminaisons nerveuses qui vont sentir le froid, qui vont envoyer le message au cerveau dans l'hypothalamus et qui vont ensuite euh, commander la réponse, qui est une réponse autonome, en fait, inconsciente, hein, je veux dire, de régulation de l'homéostasie de la température corporelle. Euh, mais en fait, le truc, c'est que quand on vit une vie classique dans le confort occidental, on va dire, où en fait on met des couches de vêtements quand on a un peu trop froid, on met le chauffage à la maison, quand il fait chaud l'été, on met le climatiseur, des choses comme ça. En fait, on peut, en fait, en gros, on vit à peu près constamment à la même température. Et donc, il est possible que le corps, en fait, il perde un peu cette faculté qu'il a, euh, en fait, de réguler, d'adapter en fait ses mécanismes de régulation de la température en réponse à la température extérieure. Et donc, et notamment en fait, ces gymnastiques de vasoconstriction, vasodilatation. Donc, euh, si je raconte tout ça, en fait, c'est pour dire que si on se remet un peu tous les jours, en fait, dans des conditions en fait d'exposition au froid, euh, en fait, on peut imaginer qu'on réactive un peu ces mécanismes, on leur redonne un peu une certaine vigueur. Et donc, en fait, on se réapproprie un peu des mécanismes anciens, on va dire, naturels, de régulation de la température. Euh, et donc, en fait, ça peut cet exercice qu'on fait, par exemple, le matin sous la douche, ça peut se traduire ensuite, si on le fait suffisamment, hein, je veux dire, c'est un entraînement, euh, ça peut se traduire par une meilleure tolérance au froid le reste de la journée, le reste du temps. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Après, ce qu'il faut savoir, c'est c'est comme tous les exercices, hein, si on arrête de les faire, on le perd. Hein. C'est comme si vous si vous soulevez des poids, vous allez prendre du muscle. Euh, le jour où vous arrêtez, vous allez le perdre. Donc c'est pas une pilule magique qu'on mangerait. Genre voilà, on a pris un jour un bain de glace et un jour et on devient résistant au froid. Non, c'est faux, c'est une pratique quoi. Donc voilà, j'espère que ça répond. Je ne vais pas trop m'étendre hein, parce que j'ai d'autres questions, donc je vais passer à la suivante. Ah oui, donc on avait la série de questions de Farid. Euh, Farid, si tu nous regardes, c'est pour toi maintenant. Alors, les chiffres Covid et offer. Est-ce qu'il y a des chiffres, voilà, en gros, si je comprends bien, voilà, l'impact du Covid chez les pratiquants de la méthode Wim Hof? Alors la réponse est simple, il n'y a pas de chiffres. Euh, c'est aussi simple que ça. Bah,
pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de statistiques officiellement faites sur les gens qui font la méthode Wim Hof versus les gens qui ne la pratiquent pas. Donc voilà. Il y a des gens qui en parlent, enfin, sur les forums, des choses comme ça. Donc voilà, tout ce que je sais, c'est que il y a des instructeurs en Europe notamment qui sont tombés malades, hein. Bon, voilà, donc c'est après quelles leçons en tirer, hein, je sais pas, je ne me prononcerai pas personnellement. En tout cas, donc la suite de la question était parce qu'en effet, quand on pense à méthode Wim Hof, on pense à système immunitaire et donc voilà, se protéger en cette période de pandémie. Je comprends que ça puisse être intéressant. Alors là encore, moi, c'est le genre de choses que j'aborde, on va dire plutôt avec humilité, parce qu'on ne sait pas bien en fait ce qui se passe. En l'occurrence, c'est quand même une maladie qui est encore pas très très bien connue, enfin de mieux en mieux, heureusement, mais pas encore très très bien connue. Et même la méthode Wim Hof, c'est pas encore très très bien connu, hein. Enfin, il faut pas trop se leurrer non plus. Et le système immunitaire, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Imaginez le système immunitaire comme une petite armée que vous avez en vous, qui vous protège du monde extérieur. Et c'est une armée qui est constituée de petits soldats, de tanks, d'avions de chasse, de porte-avions nucléaires, enfin toutes sortes de trucs. C'est très diversifié. Et puis parmi ces soldats, il y en a qui ont des armes assez peu précises en fait, qui vont un peu taper sur différents types d'ennemis sans trop réfléchir. Et puis il y en a, par contre, de ces soldats, ça va être des snipers. Ils vont être vraiment, ils vont cibler un type précis d'ennemi, mais pour ça, il faut leur apprendre à reconnaître cet ennemi. Enfin voilà, donc c'est quelque chose de très complexe, quoi. Et donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit avoir un système immunitaire fort, c'est pas toujours évident. Parce qu'en fait, ça veut dire en gros avoir cette armée, beaucoup de ces soldats. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire avoir un système immunitaire? Ça veut dire avoir plein de soldats, avoir plein de porte-avions nucléaires, enfin, c'est avoir plein de snipers. Si votre sniper il n'a pas été entraîné à reconnaître sa cible suffisamment, bah, il la verra jamais, donc il sert à rien. Donc c'est compliqué. Imaginez que vous êtes envahi par des souris. Avoir des porte-avions nucléaires, ça vous servira à rien. Par contre, avoir plein de tapettes à souris, ça va être une arme redoutable. Donc voilà, c'est pour ça. Ceci étant dit, donc oui, a priori, pratiquer la méthode Wim Hof ne vous fera pas de mal. On sait enfin, la science pour l'instant a montré que la pratique de la méthode Wim Hof a tendance à atténuer en fait la réponse immunitaire. Donc ça fait plutôt une réponse moins violente. En fait, ça a tendance à diminuer l'inflammation. Donc ça peut être enfin, en tout cas, moi, la façon dont j'interprète les données scientifiques qu'on a, ça peut être intéressant notamment pour des gens qui ont des problèmes d'inflammation chronique et de système et de comment dire de problèmes auto-immuns. Parce que voilà, si je reviens à ma petite comparaison sur le système immunitaire comme une armée, en fait, si une armée devient trop forte, elle peut se retourner contre vous, et donc là, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc la méthode Wim Hof, en fait, voilà, moi, à partir des données qu'on a scientifiquement, je pense elle représente un espoir pour des gens qui ont des problèmes plutôt d'inflammation chronique liés à des problèmes d'auto-immunité. Euh, Ensuite, c'est possible qu'elle procure des bienfaits au-delà de ça, parce qu'en fait, on sait par exemple que l'exposition au froid, ça va modifier le, le nombre de globules blancs, choses comme ça. Donc ça a aussi un impact sur le système immunitaire. Mais comme je disais, l'expression dire système immunitaire fort, c'est un peu compliqué à interpréter. Donc voilà. Du coup, voilà, moi je me prononce, je pratique bien sûr, parce que je pense que ça peut me faire que du bien. Euh,
il y a d'autres choses, voilà, passer du temps dehors, un peu, voilà, faire de la vitamine D, s'alimenter correctement, tout ça, ça peut faire que du bien. Mais en fait, c'est que des choses qui vont augmenter votre probabilité de, de ne pas tomber malade, mais ça ne la garantira jamais à 100%. Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'est mon point de vue sur ce genre de pratiques alternatives qu'on peut faire, qui sont importantes, mais que on ne doit pas non plus considérer comme des pilules miracles. Euh, Faisons de notre mieux et Inch'Allah. Euh, alors, question suivante. Ah, on est toujours dans la série sur Farid, donc je vais. Donc Farid demandait voilà, les niveaux et la progression dans la méthode Wim Hof. Euh, Qu'est-ce qu'être au top de la méthode? Qu'est-ce que le top de la méthode? Alors ça, c'est c'est encore une bonne question. Je bois un peu, comme ça je réfléchis un peu là. Euh, En fait, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que c'est le top de la méthode. Quand un instructeur est certifié, il connaît toutes les techniques. Euh, et si vous faites un stage, les fondamentaux, et ensuite un stage avancé, vous connaissez aussi toutes les techniques. Donc, quelque part, déjà, ça, c'est être au top. Une fois qu'on connaît toutes les techniques, on est quelque part, on est un peu au top. Après, il y a la pratique. Euh, donc, là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut en faire? La méthode Wim Hof, on peut la voir comme une méthode de bien-être, euh, ou on peut la voir comme une approche pour faire des performances, en fait. Quand je parle de performance, je parle à Wim, je pense notamment à Wim, voilà, qui fait tous ces records incroyables dans le froid, voilà, qui va rester voilà, presque 2 heures dans un bain de glace, des choses comme ça. Euh, Si vous la faites pour le bien-être, en fait, c'est un peu, on va faire une comparaison par exemple avec de la course à pied. Si vous faites de la course à pied pour votre bien-être, vous pouvez par exemple courir 5 km 2, 3 fois par semaine et vous sentir au top de votre bien-être parce que vous voyez que ça vous fait du bien, ça vous aère l'esprit et du coup vous êtes de bonne humeur, etc., etc. Donc là, on peut dire qu'on est au top. Mais aussi, vous pouvez faire de la course à pied pour vous qualifier pour les Jeux Olympiques. Et si vous vous qualifiez pour les JO, et ben vous êtes au top aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à définir qu'est-ce que c'est qu'être au top avec la méthode Wim Hof, parce que si ça vous permet voilà, de ne plus affronter de crises dépressives, de calmer des douleurs qui vous pourrissent la vie, et ben quelque part, c'est un peu être au top. Maintenant, si vous cherchez à vous, à vous imposer des épreuves vraiment physiques, enfin voilà, euh, par exemple par l'exposition au froid, bon, bah, le top, ça voudrait dire qu'il faudrait, par exemple, battre le record de séjour dans un bain de glace, on est actuellement à presque 2 heures et demie hein, par ce monsieur en Autriche. Donc voilà, donc j'espère que c'est une réponse qui n'est pas décevante. Je veux juste que ça. Enfin, je préfère l'aborder un peu sous l'angle, enfin, en toute honnêteté, parce que je pense qu'elle a différents angles d'attaque. Du coup, voilà. Euh, Question suivante. Un effet sur le cerveau. Alors, y a-t-il un effet sur le cerveau? Alors, je vais répondre oui, mais. Alors, déjà, pourquoi oui? Euh, eh ben, en fait, il y a cette étude de 2018 dans Neuroimage, donc un journal scientifique de neurosciences, en fait, qui a étudié WIM. Alors, je ne vais pas détailler tout l'article, c'est un article qui est très intéressant, où ils étudient WIM, ils voient qu'il arrive à contrôler sa température corporelle, ils voient qu'il arrive à faire ça grâce à ses muscles intercostaux. Bon, ils visualisent plusieurs choses et de façon intéressante aussi, ils mettent WIM dans un IRM
Et en fait, ils font de l'imagerie de son cerveau. Et en fait, dans cette expérience, pendant cette expérience, en fait, WIM a une combinaison qui est elle-même reliée à des tubes qui font circuler de l'eau. Et en fait, les chercheurs ont fait circuler de l'eau à température neutre pendant 5 minutes, et ensuite, ils font circuler du froid pendant 5 minutes. Et ensuite, ils reviennent à l'eau neutre, et ensuite du froid, etc., etc. Ils ont fait ça pendant un certain temps. Et c'est pendant cette expérience en fait, qu'ils ont fait tout un tas de mesures sur WIM, dont les mesures dont je parlais, température corporelle, euh, scanner de l'activité musculaire, des choses comme ça, voilà, et IRM du cerveau. Et donc là, on voit lors de l'imagerie qu'il y a deux zones du cerveau qui sont, donc si on fait la même expérience chez un groupe de gens témoins ou si on l'a fait sur WIM, on voit que l'activité cérébrale de WIM est différente de celle du groupe témoin. Donc ça répond, ça donne une premier élément de réponse. Oui, il y a une différence, il y a un impact sur l'activité cérébrale. Pour être plus précis, en fait, donc cette activité cérébrale, elle est différente dans deux endroits. Donc il y a une différence qui est dans l'insula. Donc c'est une zone du cerveau limbique. Euh, donc là, on est dans le cerveau, une partie du cerveau qui est un peu le siège des émotions, c'est des choses inconscientes. En fait, et c'est lié, c'est une zone où en fait il y a une sorte de représentation interne de soi. En fait, c'est un peu vague à dire ça. Euh, je ne suis jamais très satisfait de, 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 de la définition que je donne quand j'explique ça. Mais en gros, c'est une représentation interne euh, de ces, de ces paramètres biologiques, en fait. Les battements du cœur, la température, le, où est-ce que je suis dans l'espace, ce genre de choses, en fait, voilà. Mais on est dans des choses inconscientes hein, quand même, hein, il faut le rappeler. Et donc on voit qu'en fait, donc ces zones chez WIM est particulièrement inhibée lors d'exposition au froid. Elle revient, elle est activée quand l'eau devient chaude, et elle est à nouveau inhibée quand l'eau devient froide. Elle est plus, et en fait, c'est ce qu'on observe également chez le groupe contrôle, mais chez WIM, c'est plus exacerbé comme réponse. Et la deuxième réponse, donc je vais mettre des petites photos à côté ou quoi, pour essayer de vous visualiser ça. La deuxième réponse qu'on voit chez WIM, en fait, donc c'est dans une zone qui s'appelle, alors c'est un terme, je l'ai appris, hein, mais ça sort toujours qu'en anglais, hein, c'est le peri-aqueductal gray, donc c'est la matière grise para-aqueducale, si je me souviens bien. Donc ça, c'est une région du cerveau qui est vraiment dans le tronc cérébral, donc vraiment l'insertion du cerveau dans la colonne vertébrale. Là, on est dans un endroit qu'on appelait autrefois le cerveau reptilien, mais que à ma connaissance, les neuroscientifiques n'acceptent plus ce terme parce il induit en erreur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même, on est dans une zone du cerveau dite primitive, dite un siège des réflexes de survie. Donc des choses totalement inconscientes hein, encore. Hein. Et donc cette zone, ce qui est intéressant, c'est que c'est une zone qui est liée, en fait, qui est connectée à la production d'endocannabinoïdes, donc des antidouleurs qu'on fabrique, que le corps fabrique naturellement. Euh, le... Et en fait, chez le groupe contrôle, donc quel que soit l'état aux production, enfin exposition à de l'eau température neutre ou froide, on a cette zone enfin, n'a pas d'activité. En fait, on voit le profil d'activité à l'IRM est complètement plat. Et en fait, chez WIM, par contre, elle fait des hauts et des bas. En fait, elle est super active euh, quand il y a exposition à l'eau froide, et elle est inhibée quand l'eau est à température neutre, etc., etc. Donc voilà, donc ça montre qu'en fait, sur WIM, la pratique de la méthode Wim Hof a un impact sur le cerveau. Donc c'est la première région dont je vous parlais, l'insula, qui est liée en fait à une région
de, de perception de ces paramètres biologiques, enfin, entre guillemets. Et la deuxième zone, en fait, cette région, cette matière grise paraducale, qui s'est sortie en français, là, ce coup-ci. Donc, cette région voilà, qui est liée, en fait, à un réflexe de survie et qui est liée à la production d'antidouleurs naturelles. Donc, voilà. Donc, pour revenir à la question, donc, est-ce qu'il y a un effet sur le cerveau? J'ai répondu oui, mais. Donc là, je vous ai répondu oui. Et maintenant, je vais vous répondre pourquoi mais. Alors, mais, c'est tout simplement parce que cet article scientifique, c'est une étude qui a porté sur WIM tout seul. Et donc, WIM, c'est quand même, enfin, au sein de la méthode Wim Hof, c'est quand même c'est le grand maître, on va dire. Hein. Enfin, et c'est quelqu'un, il a 30, 40 ans de pratique derrière lui. Et même si on sait, et moi je le vois à chaque fois aux ateliers, que les gens, qu'a priori, les exercices de base, on peut les transmettre assez rapidement et les gens vont dans la glace et ont une expérience, une très belle expérience dans la glace, etc. C'est pas dit, enfin, en tout cas, c'est peu probable qu'à la fin d'un atelier et même de quelques semaines, voire de quelques mois de pratique, on arrive à un niveau de maîtrise similaire à celui de WIM. C'est assez peu probable. Donc, est-ce que les résultats observés sur WIM reflètent en fait ce qui se passe chez un pratiquant lambda? Probablement pas, mais d'un autre côté, si ça peut être observé sur WIM, il y a des chances que ça puisse être observé chez n'importe qui à partir du moment où on se donne les moyens de pratiquer et de s'entraîner. Donc voilà, donc c'est ma réponse. J'espère qu'elle est assez claire. Donc voilà. Question suivante, et ce sera la dernière. Alors, il y avait une question. Ah oui, ça c'est Lionel, un autre ancien élève d'un atelier. Toujours plaisir de les revoir. Lionel, si tu nous regardes. Donc sur les effets du brin de glace, est-ce qu'il y aller plus longtemps produit plus d'effets? Est-ce qu'il y a un temps à ne pas dépasser? Et une troisième partie à laquelle je vais venir après. Plus longtemps, est-ce qu'il y a plus d'effets quand on reste plus longtemps? Alors, pour ça, je vais juste te dire, rappeler quelque chose que j'ai. Enfin, c'est quelque chose qu'on rappelle régulièrement, les instructeurs. C'est qu'en fait, cette espèce de barème qu'on donne, qu'on dit voilà, 2-3 minutes, c'est une sorte d'estimation un peu au pifomètre ou au doigt mouillé pour dire en gros où on met dans la balance les bienfaits qu'on ressent quand on va dans la glace et les désagréments, voire les dangers, et on essaye de faire quelque chose qui maximise les avantages et qui minimise les dangers potentiels. Et donc de cette estimation, en gros, au pifomètre, c'est de là qu'on sort le 2-3 minutes. À savoir qu'en fait, c'est là qu'on a vraiment, on ressent, on va dire que là, on ressent voilà, 90% des bienfaits, à savoir que on a le pic de noradrénaline, donc l'effet sur la concentration, ce moment où on se dit, voilà, je suis en moi, voilà, je respire, je reprends le contrôle sur ma respiration, etc., etc. On sent l'inflammation qui se calme, des choses comme ça. Enfin, tout ça, voilà, on a le temps de le sentir en 3 minutes. Donc ça, c'est pour les 90% de bénéfices. Par contre, pour les inconvénients, en fait, en 2-3 minutes, il y a vraiment extrêmement peu de chances de, de faire ne serait-ce qu'un début d'hypothermie. Donc voilà, donc c'est là que ça vient. Alors après, est-ce que si on reste plus longtemps, est-ce que ça a plus d'effet? C'est pas si clair que ça. Alors moi, à ma connaissance, la littérature scientifique, et je dis bien à ma connaissance, il y a certainement des choses que je ne connais pas. La littérature scientifique est pas très claire là-dessus. Par contre, ça peut être un travail vraiment d'ordre de travail de maîtrise au niveau mental.
Donc voilà, pousser en fait cette méditation dans un milieu entre guillemets hostile, qui est un froid extrême. En fait, ça peut être un exercice extrêmement intense en fait de maîtrise de soi. Et donc ça, voilà, ça, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on peut parler de plus d'effets. Euh, Après, je sais- quand je disais, je suis pas sûr que la science soit vraiment claire sur les bénéfices si on reste un quart d'heure, une demi-heure, etc. dans un bain de glace. C'est parce que je sais pas s'il y a des choses qui se passent au niveau hormonal ou des choses comme ça, au niveau de la production d'antidouleurs ou de ça, j'en sais rien. Mais oui, en termes de travail mental, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus intense. Voilà. Euh, mais du coup, je rebondis un peu sur une réponse que je faisais précédemment. Il faut savoir, voilà, qu'est-ce qu'on veut rechercher là, quand je parlais de qu'est-ce qui est le top, en fait. Est-ce qu'on veut rechercher une méthode de bien-être? Est-ce qu'on veut rechercher la performance? Il n'y a rien de mal, hein. Moi, je ne juge pas. Les gens qui vont à fond dans le côté bien-être, c'est parfait. Les gens qui recherchent la performance, c'est parfait, très bien pour eux. On peut même décider de faire un peu les deux, hein. Moi, je suis quelqu'un qui pratique à 80%, on va dire, pour le bien-être. Et j'aime bien me garder selon les moments, enfin, selon l'inspiration que j'ai, me garder 20% des fois pour essayer de pousser un peu. Mais j'en fais pas de ma priorité, voilà. Mais quoi qu'il arrive, chacun pratique comme il l'entend. Euh, donc, je me perds un peu là dans mes explications. Mais du coup, voilà, ce que je voulais revenir, voilà, mon fil, c'était pour dire, voilà, plus d'effets, voilà, ça va devenir un vrai travail mental. Euh, on rentre plus vraiment dans un travail, voilà, de préparation mentale, de méditation, poussée, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un temps à ne pas dépasser? Ben, en fait, le temps à ne pas dépasser, c'est en général, je sais pas comment dire ça, mais tu vas arriver. Le temps à ne pas dépasser, c'est celui dont tu seras même pas capable de savoir que tu l'as dépassé, sans vouloir faire de mauvaises blagues. Je dis ça parce que il faut pas prendre le froid, il faut pas le prendre pour, enfin, comme dit Wim, le froid c'est un ami, mais c'est un ami qu'on doit respecter. Ça peut être dangereux, hein. Enfin, il y a des expériences, enfin, d'hypothermie qui peuvent extrêmement mal tourner. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Donc le premier temps à ne pas dépasser, c'est celui qui va te tuer. De toute façon, tu ne seras pas là pour le savoir, mais ça ne sera pas très marrant pour ceux qui vont rester, quoi. Mais sans aller jusque-là, je fais exprès d'aller dans l'extrême, mais bon, il faut bien en parler, hein. Enfin, le deuxième temps à ne pas dépasser, bah, c'est celui qui va sans aller jusqu'à l'accident fatal, qui va quand même créer un accident ou en fait provoquer une hypothermie. Euh, ouais, donc voilà. En dessous de ça, il y a celui qui va, sans faire de l'hypothermie, mais qui va provoquer ce qu'on appelle l'afterdrop. Donc ça, c'est ceux qui font les formations, enfin, sont sensibilisés à ça, hein. C'est la phase pré-hypothermique, hein, quand on commence à se refroidir alors qu'on n'est même plus dans la glace et quand d'un seul coup on est saisi de grelottements incontrôlables. Enfin, voilà. Euh, L'afterdrop, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'il faut éviter, mais je pense que tous les offers qui poussent un peu leur temps d'immersion passent un jour par cette expérience. Et à la rigueur, si on fait ça de façon contrôlée, avec quelqu'un à la maison qui est capable de savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, etc., c'est pas si grave, dans le sens où ça vous donne un avertissement et que justement, ça va vous éviter de faire la bêtise d'aller plus loin et de faire vraiment une hypothermie où là, il faut appeler les pompiers, il faut aller à l'hôpital, etc., etc., quoi. Donc, le temps à ne pas dépasser, à mon sens, il se trouve entre le moment où tout se passe bien et le moment où on a un peu un afterdrop. Parce que ça peut être bien, une fois au moins, d'avoir ce petit avertissement qui vous rappelle, oui, non, le froid, on rigole pas avec, hein. Euh, c'est un, c'est un ami, comme dit Wim, mais c'est un ami qu'on traite avec respect. Euh,
Et donc, la dernière partie de la question, c'est voilà, est-ce que c'est normal d'avoir des frissons même 1 heure après? Alors ça, dit comme ça, il faudrait que j'en sache plus parce que si c'est juste des petits frissons comme ça, au sens où 1 heure après, en fait, on sent encore l'effet en fait de la glace. On sent encore qu'on était dans un bain de glace. En fait. Ça, c'est pas anormal, si j'ose dire. En fait, c'est même, enfin, moi, je sais que typiquement, ça m'arrive quand je prends un bain de glace, en fait, de le sentir même plusieurs heures après. Je sens comme ça peut même une forme de chaleur en fait que je sens. Par contre, si c'est vraiment des frissons avec des tremblements, des grelottements, là, ça veut dire on a quand même passé du côté de l'after-drop. Et je pense que là, c'est un signal qu'on a déjà poussé trop loin. Qu'on a poussé trop loin. Et donc, soit, en fait, on n'est pas assez focus. Euh, il faut, il faut rester sur des temps plus courts, travailler son focus, augmenter, enfin, faire ses progressions de façon assez lente en fait, pour éviter ça. Soit ça peut être des fois on est dans un mauvais jour, hein. Ça c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Moi, le dernier bain froid que j'ai pris, je sais, voilà, ça a été, hein, ça a été, mais j'ai vu que j'avais du mal avec mon focus et j'ai eu un peu de tremblement que j'ai pas d'habitude, quoi. Euh, bon, c'est rare, mais ça peut arriver, quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question, hein, sinon, il ne faut pas hésiter à en remettre d'autres. Donc sur ce, bah, s'achève cette série de foires aux questions, enfin cette foire aux séries de questions plutôt. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. Il ne faudra pas hésiter à commenter, à poser d'autres questions. Voilà, moi, si ça peut m'inspirer pour faire une autre foire aux questions, je suis partant. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite une belle pratique de la méthode Wim Hof. Portez-vous bien euh, et, et à bientôt. Au revoir.